Bienvenue sur la nouvelle partie du récit sur les tribus humaines, éléments constituants des entreprises d'aujourd'hui. Et si on peut passer du temps à comprendre ce qui donnait les règles de succès des tribus à l'époque, il y a 20 ou 40 000 ans, on peut peut-être identifier quelques éléments de structure à reproduire dans le monde d'aujourd'hui, où effectivement chaque entrepreneur, chaque président d'entreprise imagine faire quelque chose d'unique autour de lui, en s'imaginant qu'il a le charisme, que l'ensemble de ses salariés l'adorent, l'adulent, le portent dans ses rêves la nuit. Je pense qu'honnêtement, il ferait bien que chacun des leaders et chacun des patrons d'entreprise d'aujourd'hui se repose la question. Est-ce que vous êtes perçu par vos collaborateurs comme le leader idéal? Ou posez-vous l'autre question. Si moi j'étais collaborateur de quelqu'un comme moi, est-ce que j'aimerais travailler pour moi? C'est une question d'auto-analyse qui mérite peut-être d'être posée de temps en temps. Et je ne suis pas du tout sûr que l'ensemble des patrons qui se poseraient ces questions trouvent oui, effectivement, j'adorerais bosser pour moi. Alors évidemment, si vous trouvez que vous ne pourriez pas bosser pour vous, imaginez-vous que l'ensemble de vos collaborateurs se posent peut-être la même question. Donc c'est un diagnostic de temps en temps, un devoir de s'asseoir avec soi-même, que j'invite chacun d'entre vous à se faire une fois de temps en temps. C'est un peu comme vous faites un contrôle technique de votre automobile, vous faites un contrôle technique de votre leadership. Est-ce que les gens vous trouvent agréable? Est-ce que les gens ont envie de vous suivre? Est-ce qu'ils se lèveraient le matin à 5 h plutôt qu'à 7 h pour vous suivre? Est-ce qu'ils seraient prêts à s'engager, à donner beaucoup plus de leur temps, beaucoup plus de leur énergie, de leur intelligence, de leur créativité pour le projet que vous portez? Donc, en tant que leader, est-ce que vous représentez vraiment dans la tribu qui est la vôtre l'élément pour lequel chacun, le matin se levant, a envie de se coucher tard le soir et d'avoir servi? Alors cette notion-là est un peu simplifiable. On peut vraiment vous demander, est-ce que le projet que vous portez est intéressant? Alors on va un peu dissocier la notion du leader de son programme ou de son projet. Donc la deuxième question, c'est est-ce que le projet sur lequel vous avez, est-ce que vos cibles, quand on parle des tribus, on parlait des cibles, quelles étaient les cibles? Alors c'était des cibles de chasse ou de pêche, ou parfois des cibles guerrières, mais quel était le projet que le leader de cette tribu portait? Et l'ensemble de membres constituants de la tribu devaient s'associer, s'engager et se répartir les rôles pour atteindre les cibles, les projets, les objectifs. Donc la question est-ce que vous avez un leadership reconnu? Est-ce que votre image est reconnue par l'ensemble des membres constituants dans la tribu et éventuellement à l'extérieur? Et est-ce que le projet que vous portez est positif, compris et motivant? Donc, après, il vous faut, en tant que leader, des membres constituants. On appelle ça, dans le monde Internet, les followers. Chacun veut être le follower d'un leader, et vous avez les petits pouces vers le haut, les petits pouces vers le bas. Ça fait partie de cette notion de la tribu digitale qui fait partie de notre vie aujourd'hui. Mais en deux mots, qui avez-vous besoin pour vous suivre? Est-ce que vous avez besoin de gens qui sont les clones de votre style? Est-ce que vous avez besoin des gens qui sont au contraire complètement différents de votre style? Est-ce que vous avez besoin d'une collection de talents avec les talents plutôt les visionnaires, plutôt les organisateurs, plutôt les méticuleux, plutôt les communicants? Vous pouvez répartir le profil et le tempérament de chacun des membres de votre tribu en fonction d'un modèle. Alors il y a des tas de modèles qui existent sur les profils des individus, sur les tests, et je ne vais pas vous rentrer, la liste est longue, mais vous pourriez avoir envie de faire une équipe constituante de gens complémentaires. Ce qui veut dire que dès que vous rentrez sur un clonage, vous avez le risque évidemment de vous trouver très bon, parce que l'ensemble des gens veulent vous ressembler, mais c'est pas forcément comme ça que la tribu va fonctionner. Si je prends un orchestre où il n'y a que des premiers violons, sur un philharmonique où il y a une centaine de musiciens, s'il n'y a que des premiers violons, alors ça fait un très bon groupe de violonistes, mais ça ne fait pas un orchestre philharmonique. Et le choix, à mon avis, d'un conducteur, d'un chef d'orchestre, c'est d'avoir une distribution sur l'orchestre des différents corps de métier de l'orchestre. C'est pour ça que vous avez 3 ou 4 contrebasses, 2 ou 3 violoncelles, une demi-douzaine d'altos, une dizaine de violons, et je prends l'exemple que des mouvements, des instruments à cordes, mais c'est pareil. Eh bien, je pense que le leader qui construit son équipe doit se poser la question: de qui ai-je besoin? Quelles sont la distribution des compétences et des talents qu'il me faudrait répartir dans ma tribu pour garantir que le ciblage, le projet, l'objectif soit atteint? Soit atteint avec les meilleures conditions, avec le minimum de risques, avec le maximum de profit, si c'est du profit que vous visez, ou de part de marché, ou de réputation. Donc, qui recherchez-vous? Et quel est votre processus de fidélisation? Je vous donne un exemple. Donc un jour, à la chasse d'un orignal, un chef de tribu considère qu'un de ces éléments a été particulièrement efficace pour mettre à mort cet animal pour la chasse. Et que le type a vraiment contribué à la réussite de cette campagne de chasse. Donc le soir, auprès du feu, le chef vient le voir et dit: écoute, Jack, je t'ai identifié comme un haut potentiel dans la tribu, et je pense qu'effectivement, tu as un avenir certain auprès de moi. Alors Jack est tout content, il dit: mais alors dans son langage d'homo sapiens, est-ce que je peux en parler autour de moi? Parce que moi, j'ai mon petit groupe d'individus avec lequel je campe le soir. Ah non, ça, c'est une information confidentielle, je ne préfère que tu n'en parles pas. Oh d'accord, alors le Jack en question demande à son chef de tribu: mais est-ce qu'il y en a d'autres qui ont été identifiés comme des hauts potentiels? Ben oui, il y en a d'autres, mais malheureusement, je ne peux pas te donner leur nom.
Alors le Jack en question dit, alors je ne peux pas en parler à ma propre équipe, je ne peux pas savoir qui d'autre fait partie de haut potentiel. Alors est-ce que je sais pas, je vais avoir un programme d'accélération, est-ce que je vais avoir une nouvelle peau de bête, est-ce qu'on va me donner une nouvelle massue, est-ce que je vais avoir, je ne sais pas moi, un nouveau piercing dans le nez avec une magnifique pièce d'ivoire? Ah non, non, pas du tout, ça n'a rien à voir avec ça, dit le chef de tribu. Je suis même surpris que tu me poses la question. Non, non, tu fais partie des hauts potentiels de la tribu, mais on n'a rien prévu en particulier. Dernière question du Jack en question. Voilà. Je ne sais pas, est-ce qu'on va me donner une augmentation de ration alimentaire, équivalent d'une augmentation de salaire, ou des actions, ou de la distribution d'un bonus, ou des commissions? Et là, le chef de la tribu dit, écoute, Jack, je pense que on s'est trompé sur ton identification de haut potentiel. Donc attention, quand vous avez dans votre tribu des hauts potentiels, ne faites pas l'erreur de leur faire croire qu'ils sont des hauts potentiels, à moins que vous n'ayez quelque chose de prêt à leur proposer. Parce que vous passez d'un individu qui n'avait pas conscience de ça, à quelqu'un qui prend une conscience et qui se met en confiance qu'il a la possibilité, et peut-être l'obligation, de réussir dans cette voie-là. Et si vous n'avez pas derrière ça quelque chose de concret à lui proposer, vous faites de cet individu travailleur un individu stressé et déçu, qui la première chose qu'il va faire, c'est dire, attends, si c'est comme ça qu'on me traite, moi je vais changer de tribu. Et le fameux Jack de la tribu des Néandertals le long de la rivière est parti servir un autre chef parce qu'il avait été déçu, alors qu'initialement il était juste généreux de son temps et de son idée. Donc je crois que c'est important, c'est une analogie, mais quand vous recherchez des membres, vous cherchez des membres de qualité, vous développez des programmes de haut potentiel, ne vous trompez pas. Donc, pour chacun des groupes et des tribus, il y avait des spécificités. Effectivement, chaque tribu se ressemblait, peut-être, vue d'avion, à l'époque, mais quand vous redescendiez et que vous passiez du temps avec les tribus, eh bien, vous constituez à chaque fois une découverte. Et effectivement, il y a des différences. Il y a des éléments très précis qui montrent qu'une tribu A et une tribu B, même si elle a à peu près la même activité le long de la même rivière, a des spécificités, a une identité qui fait qu'elle est différente. Eh bien, c'est pareil dans le monde des affaires. Très souvent, et dans mon métier, j'en rencontre beaucoup, ils disent voilà ce que nous, on sait faire. Ah oui, et qu'est-ce que vous faites de différent de vos confrères ou de vos concurrents? Ah écoutez, nous, on est différents. Oui, d'accord, j'ai compris ça, c'est quoi votre différence? Donnez-moi 2 phrases qui me permettent de comprendre cette différence. Imaginez que j'ai juste 2 minutes dans un ascenseur avec vous, j'ai rencontré votre confrère à 9h, je rencontre votre confrère à 11h, là je suis avec vous 2 minutes, c'est quoi votre facteur différenciateur? Eh bien, c'est très important que l'ensemble des membres de la tribu puissent parler de leur facteur différenciateur. Ça passe pas simplement par « je vous ai recruté, on est une entreprise différente, voyez nos différences et achetez-les ». Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut que ça rentre dans le logiciel individuel pour que les individus constituants de cette tribu puissent se dire « nous, on est différents et voilà pourquoi on l'est et voilà comment on l'est ». Donc investissez le plus que vous pouvez sur les facteurs différenciateurs. Et quelle est la valeur ajoutée que vous apportez, plutôt que la différence générique? Qu'est-ce que vous avez comme contribution différente vis-à-vis de vos clients? Alors, les tribus d'autrefois n'avaient pas de clients, ils avaient forcément des partenaires, on va dire des partenaires de chasse, des partenaires de croissance, de développement, de défense, mais dans le monde d'aujourd'hui, on a des clients ou des consommateurs qui ne cherchent pas forcément à acheter des produits clonés, ils cherchent une certaine valeur ajoutée, ils cherchent une certaine identité dans les produits et les services qu'ils achètent, passer du temps sur l'identification des facteurs différenciateurs. Donc ça, c'est un élément parce que chaque tribu, vue d'avion, se ressemble et le consommateur peut être un peu perdu. Alors l'autre élément, c'est le mode opératoire. Certaines tribus ont survécu par rapport à d'autres parce que leur mode de fonctionnement et de déplacement était différent. Ils étaient peut-être mieux réfléchis, étaient peut-être moins consommateurs d'énergie, ils avaient peut-être inventé un type de logistique qui était plus adapté à leur métier ou à leurs actions ou à leur ciblage que d'autres. Et je pense que beaucoup d'entreprises consomment une énergie farouche à exister rien que pour être sur le marché et que le reste de l'énergie nécessaire pour se développer est consommée par l'énergie pour exister. Et donc quand vous avez tous les éléments intelligents d'une tribu consommés pour faire tourner le fonds de commerce, le back-office, vraisemblablement, ce n'est pas ces gens-là qui vont aller développer votre business. Or, ça devrait être l'inverse. On devrait consommer le minimum l'intelligence des éléments de la tribu pour faire tourner la boîte, pour pouvoir les libérer, pour aller développer la ligne du haut, les ventes, la ligne de marché, les nouvelles offres, les nouveaux secteurs, les nouveaux pays. Et énormément de clients me disent « mais on n'a pas vu beaucoup le commercial de sociétés fournisseurs ». Et pourquoi? Parce qu'il passe beaucoup de temps à rédiger la proposition, il est derrière un écran à faire du PowerPoint. Mais nous, on aimerait le voir, on aimerait qu'ils comprennent nos enjeux, on aimerait qu'ils comprennent nos différenciations, nous en tant que clients. Qu'est-ce qui fait qu'il faut qu'on réussisse nous? Et vous pouvez nous aider. Mais cette personne-là, on ne l'a pas vu beaucoup. On a vu des juniors qui sont venus nous interviewer, mais la personne qui a une valeur ajoutée dans la tribu en question était occupée à faire tourner la présentation PowerPoint, le calcul des coûts, le calcul des risques, le bilan, et pas tellement tourné vers le client. Donc encore une fois, si vos soldats dans la tribu, vos guerriers, vos acteurs sont mobilisés sur les mauvaises tâches, vraisemblablement, vous allez échouer. Donc c'est vrai que dans les tribus, celui qui courait vite n'était pas auprès du feu pour entretenir le feu.
Et celui qui avait une mauvaise vision n'était pas à la rivière pour pêcher. On répartissait les fonctions dans la tribu en fonction de leurs performances et des caractéristiques individuelles. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, dans toutes les entreprises, on utilise les gens pour ce qu'ils savent le mieux faire. Rappelez-vous le modèle Ikigai, dont je vous parlerai peut-être à l'occasion dans les masterclass, c'est la différence entre ce que vous pensez aimer faire, ce que vous êtes payé pour faire, ce que le monde attend de vous et ce que vous faites avec plaisir. Eh bien, c'est vrai qu'aujourd'hui, si les gens pouvaient faire ensemble leur vocation, leur profession, leur mission et leur passion ensemble, eh bien, on aurait une bien meilleure efficacité des tribus du XXIe siècle. Donc, je pense que c'est un élément que je voulais partager avec vous. Et l'élément terminant mon récit, c'est le pitch. Les tribus avaient appris, au fil de leur vie, ensemble, par un partage, une transmission entre les aînés et les juniors, à pitcher. Donc, quand vous aviez à recruter dans la tribu, vous aviez envie de convaincre. Pour être convaincant, il faut être convaincu. Énormément aujourd'hui, au XXIe siècle, le pitch de certaines équipes que je rencontre dans des ateliers ne sont tellement pas convaincues elles-mêmes qu'elles peuvent difficilement être convaincantes. Donc j'invite tous les patrons des tribus du XXIe siècle à retravailler sur le pitch, à donner des éléments pour que leurs équipes, pas simplement le commercial, mais l'équipe constituée autour du commercial, soient convaincantes, et déconvaincus bien sûr, et pouvoir transmettre une énergie. Pas simplement une proposition, mais une énergie, une envie. Vous savez, les 3 raisons qui font que l'humain évolue, c'est le besoin, l'envie et la peur. On peut difficilement vendre sur la peur, pourtant depuis quelques années c'est là-dessus qu'on s'est certainement développé dans nos pays occidentaux. L'envie est certainement plus puissant, le besoin évidemment. Donc si on peut encourager nos tribus modernes à apprendre à pitcher avec envie pour créer ce désir de participer à un projet commun avec nos clients, plutôt que simplement le besoin, je pense que beaucoup d'entreprises s'en sentiraient grandies. Donc je terminerai en disant que la réputation des tribus est essentiellement la résultante de tout ce que je vous ai dit. Une raison d'être ensemble, un leader, des followers, enfin un patron de cette tribu, des membres constituants, un territoire sur lequel ils se développent, des rituels, un ADN, une identité, des activités et bien évidemment la réputation est la résultante. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de l'indice de réputation individuelle. Chacun d'entre nous a une espèce d'indicateur qui monte et qui descend en fonction d'eux. Certains pays dans le monde, sans citer aucun, ont industrialisé ça à un niveau vraiment digital, où on a un taux de bons citoyens ou pas. Et récemment, avec ce que nous avons vécu, c'est un élément qui s'est développé. Eh bien, je pense qu'il est important de sensibiliser les dirigeants des tribus du XXIe siècle et quel est leur niveau de réputation. Est-ce que leur nom circule bien sur l'anderneau de l'Internet, des réseaux sociaux ou dans la relation humaine? Est-ce que la réputation de leur équipe managériale et de leur équipe opérationnelle est bonne? Et je crois que les tribus qui survivaient avaient certainement une réputation meilleure que celles qui disparaissaient. Donc l'énergie, ça se génère et ça se consomme. Si vous avez la possibilité de générer une énergie autour de vous, vous allez être surpris de l'impact que ça a sur les choses. Si maintenant vous consommez l'énergie de vos collaborateurs, en commençant par les meilleurs, vous allez réduire leur capacité de donner, leur capacité de créer, leur capacité de contribuer, et vous risquez d'avoir une grande déception à l'issue de tout ça. Donc, posez-vous la question que je vous posais au début, vous êtes un bon leader de tribu, est-ce que vous générez une énergie? Il y a une entropie de système. L'énergie ne se crée pas, elle se consomme, elle se crée, elle se consomme, elle se crée en perpétualité. Il n'y en a pas plus qu'avant, elle se distribue. Et l'idée, c'est que vous soyez un générateur d'énergie positive qui, se transmettant dans le cœur et dans le cerveau de vos collaborateurs, de vos membres de votre tribu, crée une énergie globale et collective positive. Je vous remercie de nous avoir accompagnés sur ce récit et je vous retrouve pour les leçons de cet exposé. Merci.